semaine, la fine équipe de RLM revient sur le nouveau MacBook 12 pouces Retina. Il a fait couler beaucoup d'encre en raison de sa plastique ultra fine et sexy et surtout par son connecteur unique, l'USB-C. Alors que vaut le nouveau ultra portable d'Apple? Peut-il rivaliser avec un MacBook Air ou un MacBook Pro? Est-il au contraire simplement la matérialisation d'un iPad Pro? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition du On fait le Mac alias ORLM. Nous allons parler cette semaine. Regardez, il est arrivé en plateau le nouveau MacBook Pro 12 pouces Retina. Il est là, on va vous en donner un premier verdict. Et pour en débattre avec nous ici en plateau, le Benjamin de cette émission, Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien? Bah écoute, ça va pas mal. Je le veux garde bien. Tu le veux? Bah il y a toutes mes données dedans, donc je vais peut-être pour aujourd'hui, je vais peut-être. Non, je le garde. Non, il y a des choses confidentielles. T'aimerais pas tomber là-dessus. C'est pas de ton âge. On avait prévu avant l'émission que tu devais te battre et qu'on devait se battre devant le. Mais tu le fais pas. Bon, ça va, je craque, je te le donne. C'est pas du tout préparé en plus. Bien. Autre chroniqueur que vous retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je sais que c'est pas dans mon habitude, mais est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr Monsieur X. Bon, alors je voudrais faire une dédicace à Eve et à Florie, que je connais et que je vois régulièrement et qui se sont aperçus cette semaine avec horreur. Oui. Qu'en fait j'avais une double vie, voilà, et elles ont bien rigolé. Donc j'ai promis de leur faire un petit coucou. C'était pour Eve et pour Florie. Ah, qui ont découvert qui se cachait derrière le personnage de Monsieur X, c'est ça qu'on voulait dire, oui. Monsieur X. Bon. Petit détail, Monsieur X, quelle heure est-il? C'est juste pour savoir. Attends, à ma montre, il est 17h56, Olivier. Tu vas me donner cette Apple Watch tout de suite, c'est pas ton malin. Voilà, non, si vous êtes sage, peut-être qu'il faut venir la chercher, Monsieur X, parce que celle-ci, elle est pour lui, en fait. Autre invité que vous avez déjà découvert, notamment la semaine dernière, justement sur l'émission sur l'Apple Watch, il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. Depuis la semaine dernière? Oh là, maintenant on a une semaine d'utilisation de l'Apple Watch. Je ne sais pas encore dire si ça a changé ma vie, mais... Stéphane, donc, qui est le directeur de développement et de l'innovation de l'agence de marketing digital Valtech. Voilà, donc ce soir on va parler du MacBook Retina 12 pouces. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer aux chiffres de la semaine. Alors Paul, quel est le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine cette semaine, c'est un petit hommage, une commémoration, c'est 50. 50 quoi? C'est les 50 ans de la loi de Moore qu'on connaît. Qu'on connaît très bien en informatique. C'est le cofondateur d'Intel qui quand même a pas mal pesé dans le paysage micro-informatique. Arrête. Et donc, c'est la loi qui énonce que tous les 18 mois, à la base c'était tous les ans, le nombre de transistors dans un processeur augmente. Enfin, il double. Avec le chiffre de la semaine? Et ben, c'est le chiffre de la semaine cette semaine. Ah, tu as décidé comme ça? J'ai décidé. Tu crées ta propre actualité. Exactement. Formidable. Parce qu'il y en avait pas d'autres. Non, il faut dire qu'on enregistre. Voilà, je reviens. Il faut dire qu'on enregistre cette émission un petit peu en décalé, donc on ne pouvait pas forcément coller avec l'actualité. Donc il a trouvé une astuce. Il est malin, ce Paul Rony. Quel talent. Et donc c'est quoi? C'est la courbe qui représente à peu de choses près, enfin, c'est très figuratif quand même. Vraiment un peu de choses près. La loi de Moore qui en fait donc stipule effectivement que le nombre de transistors double tous les 18 mois. Donc on a commencé là, à 0, c'était quoi? C'était le premier? Pas à 0. À 0,1. Et puis là maintenant on est à 700. On était l'Intel 4004 et puis maintenant on arrive à des chiffres qui se comptent en milliards de transistors dans une toute petite puce. Le problème, c'est qu'on va atteindre en fait la limite de la loi de Moore avec la limite des matériaux physiques, notamment le silicium qui sert à construire les processeurs. Il va falloir trouver d'autres astuces. Intel y réfléchit. Ça fait des années qu'on dit que la loi de Moore va tomber. Elle n'est toujours pas tombée. Donc c'est une manière d'illustrer de manière un petit le peu progrès. Romantique l'arrivée du MacBook Retina qui illustre quand même parfaitement cette loi. On arrive à une maturité en termes de puissance. Ça tombe bien car le MacBook Retina, a priori, c'est pas forcément une machine qui exprime la puissance, c'est plutôt la légèreté. C'est plutôt de nouveaux usages, on va en parler tout de suite. On va déjà commencer par le déballet. Tu l'as dans sa boîte, je crois, Paul. Oui, il est arrivé ce MacBook, on a eu l'occasion de le tester et d'en profiter un petit peu. Donc voilà la boîte en question, ça ressemble énormément à une boîte d'iPad, effectivement. Bon, les boîtes de MacBook Air aussi ont maintenant un peu cet aspect-là. Et puis donc, quand on soulève le couvercle, soulève le couvercle. Tout de suite, on trouve ce tout petit MacBook. Vas-y, montre à la caméra comme ça, regarde, voilà. Tu vois, voilà. On peut le sortir de la boîte, comme ça la caméra verra qu'il est extrêmement fin. Ouais. C'est ça en fait qu'il faut retenir de cette machine, c'est sa finesse. Est-ce que tu peux comparer peut-être avec… Son connecteur unique, l'USB-C qui est juste ici. Par exemple, on va comparer avec un iPad, puis avec un MacBook Air peut-être ensuite. Oula, je suis très inquiet pour l'iPad. Oui, d'accord, effectivement, on voit que Monsieur X, lors de l'émission, la première émission que nous avions faite
sur le MacBook Retina. Comparer effectivement ça à un iPad et on comprend mieux pourquoi un iPad Pro. Et ça, c'est quoi? C'est le MacBook Air Voilà, ça c'est un ancienne MacBook génération. Air normal de 13 pouces. Ouais. Et effectivement, ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que ce qui était quand même la référence de la finesse, aujourd'hui, maintenant, par rapport à ça, ça a Et quand si même un tu peu les mets vieilli. l'un sur l'autre, effectivement, on voit Alors, bien, on va voir les dimensions, surtout, c'est on voit assez bien le gain impressionnant. de place que l'on a dans un... Voilà, ici vous avez un écran de 12 pouces Retina, là vous avez un écran de 13 pouces non Retina. Ouais. Et pour vous donner une idée, on n'en a pas ce soir en plateau, mais un MacBook Air 11 pouces déborde à peine en largeur et un petit peu moins profond que ce 12 pouces. Donc quasiment dans le châssis d'un 11 pouces, on retrouve un écran Retina de 12 pouces. Modo sur la taille d'un iPad. Vas-y, pose-le par-dessus l'iPad, excuse-moi. Comme ça, on aura fait le tour. Mets-le à l'envers pour qu'on voit bien la pomme et la différence, effectivement. Oui, on voit bien qu'on n'est pas très loin d'être ce qu'on pourrait appeler un iPad Pro, mais n'allons pas... Ne donne pas raison à Monsieur X trop vite. N'allons pas trop vite. Et dans la boîte, on trouve un minimum de choses. Hein. Il y a globalement rien à part ce chargeur qui ressemble lui aussi à un chargeur quand même d'iPad, vraiment, il faut le dire. Ouais. Et puis ce fameux câble que tu as là, Oui. qui est le câble donc câble Lightning. USB-C. Non, ça ressemble beaucoup à un câble Lightning. On peut comparer. Ouais, compare. Voici une prise Lightning et voici la prise USB-C du nouveau MacBook. Donc voilà, ça c'est le câble de recharge du nouveau MacBook. À chaque bout, un port USB-C. C'est le seul port que vous trouverez sur cette machine et il n'y en a qu'un. Alors, premier sentiment lorsque tu l'as ouvert, c'est aujourd'hui la machine la plus légère de la gamme Apple. C'est extrêmement léger puisque c'est quand même le premier Mac qui fait moins d'1 kg. Le 11 pouces était juste au-dessus. Là, on est à 920 grammes. Donc c'est assez impressionnant à transporter. C'est une machine qui est très agréable au quotidien pour en fait vraiment juste l'aspect transportable. Ouais. Mais comme on va le voir, pour arriver à cette finesse et à ce poids, N'allons pas il y a trop énormément de sacrifices à faire. Ouais, on sent qu'Apple a quand même réussi, Monsieur X, de génération en génération. On pensait véritablement qu'on était arrivé à une maturité totale du design d'Apple avec ce MacBook Pro 13 pouces Retina, qui était extrêmement fin, mais bon, qui n'est pas forcément les mêmes usages. Aussi, vous voyez, il est très fin, mais on est quand même à côté, ça paraît presque un mastodonte à côté de celui-là. Je sais si celui-ci est fin, déjà. On aperçoit qu'Apple a réussi quand même encore à améliorer son design. L'enjeu pour Apple, c'est que ça ne soit pas au détriment de l'autonomie, au détriment de la puissance ou de l'ergonomie. Enfin, Apple a réussi à améliorer son design. Ils sont passés du 13 pouces au 12 pouces, donc ça aide pas mal quand même pour faire un produit plus léger. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et puis la deuxième chose, Olivier, il ne faut pas oublier que des produits en 12 pouces, il y en a déjà eu chez Apple, Oui. notamment un MacBook aluminium 12 pouces. Donc c'est un format qu'Apple connaît Ouais, déjà. Monsieur X. Et même un iBook, souviens-toi. Et même un iBook, ouais. Et qui avait eu un certain succès. Alors, je ne sais pas si c'était le produit qui avait été le plus vendu en volume, mais c'est un produit qui avait vraiment ses aficionados. Donc, on va dire que c'est une cible qu'Apple connaissait déjà, mais là, ils ont réussi apparemment un tour de force en termes d'encombrement et de poids. 900 grammes pour un PC qui a l'air complet. Ça a l'air d'être une belle prouesse. La rupture en matière de design, Stéphane, pas rupture, une évolution, mais qui donne quand même envie peut-être à des utilisateurs de MacBook Air de changer, ce qui n'est pas forcément le cas ces dernières années, par le simple mise à jour des composants internes. Là on sent vraiment une vraie différence et une vraie valeur ajoutée quant au poids et à la taille du produit. En fait, tous ceux qui ont des MacBook Air depuis quelques années, c'est en gros, on est resté sur le 11 et sur le 13. Parfois, on passait de l'un à l'autre. On voyait qu'on n'arrivait pas à travailler sur le 11, même si c'était plus transportable que le 13, etc. Sur le 11, Voilà. Bah oui, c'est pour ça. Et donc là, peut-être, compte tenu de l'expérience qu'ils ont pu avoir sur les anciens modèles des 12 pouces et que ces 12, c'est exactement au milieu donc de 11 et de 13, sans faire avoir fait trop d'études en mathématiques, je pense que c'est ça. Il me semble que peut-être c'est en termes de design avec le connectique unique en même temps, c'est une nouvelle étape, je pense, pour les MacBooks. Voilà. Je pense puis on fait un petit peu de fantaisie du côté d'Apple depuis l'iMac. On n'avait plus un choix de couleurs sur des machines. Il y a eu la petite parenthèse du MacBook, Monsieur X en plastique, souvenez-vous, le MacBook noir et le MacBook blanc, mais elle n'a pas duré très longtemps. Là, il se décline en 3 couleurs. Entre couleurs. Là, tu as choisi quelle version? Alors, moi j'ai pris le noir en fait, donc on m'a donné le noir, enfin le Space Gray. Ah bon, je savais pas. Mais... Le Space Gray, donc c'est un gris comme le gris de l'iPad, il est plus foncé que celui de l'iPhone 6. Un peu plus léger que celui de l'iPad, mais vraiment plus foncé que celui de l'iPhone 6. Et puis vous voyez par rapport par exemple à ce Macintosh qui lui a la couleur alu normale, c'est pas la même couleur. Non, l'autre est plus soutenue, comme ça l'était un peu peinte d'ailleurs, sauf qu'elle est peinte dans la masse, j'imagine. C'est ça, c'est teinté dans la masse, donc ça résiste beaucoup mieux aux rayures. Voilà, on verra si c'est également le cas de cette montre, on la teste, on vous l'a dit, on va vérifier si
Si elle dure Il a aussi sorti bien. ta montre. Et tu l'as montré également, la particularité également de ce nouveau design, c'est qu'on ne peut plus rétroéclairer la pomme. Voilà, donc vous voyez, la pomme est devenue toute noire, exactement à l'image de ce qu'on retrouve, je vais faire plaisir à Monsieur X, sur les iPads ou sur les iPhones par exemple. Tiens, comme celui-ci. Comme celui-ci, exactement. Oui, mais chez moi, elle est la petite spécificité. Toi, elle est gold. La mienne, elle est argentée. Alors, il faudra voir, mais ça, malheureusement. Ah, pardon, excusez-moi, je suis là. Il faudra voir si la version gold Elle propose une pomme gold, du la version MacBook gold du est MacBook. également gold. Bon, c'est un détail, mais voilà, c'était aussi une caractéristique d'Apple ces dernières années d'avoir cette pomme rétroéclairée au fronton de ses ordinateurs. On voit qu'il y a eu quand même une optimisation de la machine. Il n'y a plus la base noire comme on avait ici, regardez, sur mon bon vieux MacBook Retina qui a juste 3 mois. Pourquoi j'ai acheté cette machine? Il y a le nouveau qui est arrivé, mais bon, bref, passons. Qui symbolisait la charnière et le Wi-Fi. Là, encore une fois, il y a une optimisation de la part du designer d'Apple. Alors en fait, voilà, le MacBook a une autre spécificité, c'est le premier MacBook à être fait entièrement en aluminium. C'est-à-dire que la charnière est elle aussi faite d'aluminium, elle est extrêmement fine et elle peut se permettre cette finesse et cette construction en alu parce que les antennes Wi-Fi ont été délocalisées dans la base, dans le socle, juste ici, sous la charnière donc, ce qui a permis de libérer de l'espace dans cette charnière. On avait très peur que ça détériore la réceptivité des antennes Wi-Fi. Ça me rappelle notamment les premiers iPhones, L'iPhone qui Edge. n'était pas un foudre de guerre par rapport à ça. Bon, visiblement, ça va. Ça va. Pas remarqué de grosses différences avec des MacBook Pro. Yosemite, il faut bien l'avouer, qu'avec Voilà, clairement. les antennes Wi-Fi du MacBook Retina. Si Apple nous entend, il serait vraiment temps de corriger les problèmes de Wi-Fi sur les Yosemite, surtout quand on veut vendre des machines qui n'ont pas de port Ethernet. C'est une cata, le Wi-Fi de Yosemite. Monsieur X, cette optimisation du design, vous siez, elle est dans la tradition d'Apple, une évolution par petites touches, mais qui au final change pas mal de choses. Oui, moi ça me séduit, même si on en a parlé autour de cette machine, le port unique, le fameux USB-C. Ouais. Moi, je pense qu'Apple est allé un petit peu trop loin, Apple s'est un peu emballé. Ouais, on va en parler, monsieur, on va y revenir là-dessus, monsieur X. Je suis pas fan du port qui embarque en même Alors, temps. Il y a quand même les une chose données. pour laquelle vous êtes très fan, monsieur X, si je peux me permettre, on n'a pas encore abordé ce sujet-là, c'est que cette machine est ultra compacte, encore plus fine presque qu'un iPad, et il n'y a pas de ventilateur. C'est la principale innovation par rapport au MacBook Air que nous avons sur cette table, donc une machine totalement silencieuse, ou presque, vous allez savoir pourquoi tout à l'heure, ou presque. Ça, c'est encore une fois une obsession historique d'Apple, et notamment de Steve Jobs, monsieur X. Oui, ça s'est appareillé avec le fameux Cube, doté d'un processeur G4, qui a été la première machine d'Apple sans ventilateur. Alors, ça peut paraître un détail, mais c'est vrai que quand on bosse au quotidien avec sa machine, ne plus avoir de ventilateur, et donc de manière supposée, plus de problème de chauffe, et donc de manière supposée, un vieillissement de la machine qui est mieux maîtrisé, c'est un vrai plus, c'est un vrai confort. Si cette machine permet ça, on va tous en être ravis. Maintenant, pour que ça chauffe pas, c'est peut-être aussi que le moteur est un peu moins gros, le processeur. On va y C'est arriver. de ça dont j'ai un peu peur. Ouais. Et puis ça montre encore un relatif parallèle, Paul, avec l'iPad, qui lui aussi n'héberge pas de ventilateur, et ce serait quand même un paradoxe. Mais si parce c'était que le les cas. processeurs se ressemblent beaucoup, justement, même s'ils ne sont pas du tout de la même famille. Alors c'est assez étonnant quand même, parce que le boîtier est intégralement clos. Tu peux montrer, Paul, peut-être. Il y a juste au-dessus du clavier une légère ouverture, une légère grille, c'est bien ça. Elle est percée au laser, très très discrète. Et elle héberge les haut-parleurs, vous voyez, elle est juste au-dessus du clavier, ici, Elle là. est ici, Voilà. donc c'est très discret, et ça chauffe. Et là, ça fait un moment qu'il est allumé. C'est un peu tiède. C'est un peu tiède, mais la machine reste très fraîche comparé à mon MacBook Pro là, qui Bon, est là, allumé. on lui fait pas faire grand-chose, mais... Oui, il faut dire que je ne suis pas sûr qu'il puisse faire grand-chose, mais on va trop vite en termes de puissance. Méfie-toi, Non, mais bon, méfie-toi. C'est une belle machine quand même, mais voilà. La surprise quand même, tu me disais au tout début lorsque tu as commencé à le manipuler, c'est extrêmement compact. On se disait tiens, ils vont nous ressortir encore une machine en mono. Non, c'est une machine en stéréo, et puis le son est même meilleur que sur ma MacBook Pro. Les haut-parleurs sont impressionnants, c'est très très amusant, donc oui, on s'est amusé à mettre un peu de musique. Et les haut-parleurs sont très honnêtes, vraiment pour une machine de cette finesse, par rapport par exemple à l'iPad Air 2 qui a des haut-parleurs pourris, on peut le dire, ou au MacBook Pro Retina 13 pouces où ils sont moyens, et bien là, honnêtement, ça sonne très bien. Surtout qu'en plus, la spatialisation est meilleure, puisque le son est conçu pour ricocher sur l'écran de la dalle LCD. Enfin, sur la dalle LCD, vous arrivez directement jusqu'à vos esgourdes, ce qui n'est pas forcément le cas de l'iPad, où c'est pas conçu comme ça. Voilà, donc c'est quand même très positif, je dirais, le déballage. Le premier
le premier rendu Ah, mais de c'est une cette machine plaisante, ouais. C'est un bel objet, un peu comme la semaine dernière on le disait, la première vertu de l'Apple Watch, c'est un bel objet. Quelle heure est-il, Paul? Non, j'arrête. Là, encore une fois, voilà, Apple a repris encore une fois, je dirais, la première place en matière de qualité de fabrication et en matière de design. On sait que le MacBook Air était très copié ces dernières années. Ils ont peut-être remonté la barre un peu plus haut. Mais en fait, c'est des machines, en fait, comme le MacBook Air en 2008, ça, c'est des machines d'annonce, c'est des machines de transition. C'est voilà, ton MacBook Pro, dans 3 ans, il aura la même tête que celui-là. Ouais. Il reprendra ce connecteur USB-C. Donc peut-être un peu moins, il reprendra sûrement le clavier à touche papillon, quoique ça, c'est pas sûr qu'on puisse le souhaiter. Le trackpad Force Touch, c'est déjà le cas. L'écran qui est quand même, si tu veux, la base de ma machine est aussi fine que ton écran. Donc forcément, il y a un moment, c'est quand même la loi de la technologie, on avance, on avance, on avance. Et j'irais même jusqu'à dire que ce qu'Apple a fait avec la carte mère de ce MacBook qui fait la taille, même pas la taille du trackpad de ton MacBook, cette carte mère, elle peut industriellement servir à d'autres machines. Par exemple, tu prends la carte mère de ce MacBook, tu la mets dans un Mac mini, tu peux faire un Mac mini plus compact, moins cher. Ouais, super. Ou un super Apple TV, c'est une machine qui annonce énormément de bouleversements et il va falloir être très attentif à ce qui se passe du côté du Mac dans les prochains mois. Alors tu le disais Paul, il fallait, les machines étaient très compactes, il a fallu gagner de la place, on le voit derrière toi, Apple a réussi à loger un max de composants et la solution qu'il a trouvée c'est au niveau du trackpad, un trackpad tout à fait nouveau qui gagne beaucoup de place notamment. Mais c'est un trackpad, c'est là où on voit qu'Apple est une compagnie capable de grande synergie qui en fait reprend un peu les travaux qui ont été faits sur le Taptic Engine de l'Apple Watch. En fait il y a un Taptic Engine qui permet d'avoir un retour haptique alors même que ce trackpad ne bouge plus vraiment. On le sent s'enfoncer un peu mais il ne clique pas. La présence d'un bouton par l'envoi d'une petite vibration. Il ne clique pas et pourtant quand on l'enfonce, alors qu'il s'enfonce de 1 mm, on a vraiment l'impression de retrouver ce clic. Alors après, bon, il a fallu que j'aille dans les préférences système et que je règle le clic sur la position la plus ferme pour vraiment avoir l'impression d'avoir un trackpad normal. Parce que sinon c'était trop léger. Concrètement, au moment où, donc il n'y a plus de bouton, hein, donc c'est une surface qui est totalement plane, qui est souple, donc qui donne l'impression qu'on clique, mais le clic que vous entendez, ça vient du haut-parleur. Hein. Oui, en fait, et surtout vous le sentez du bout des doigts. Vous le sentez du bout des doigts. La vibration qui est... Mais est-ce que tu t'en es rendu compte qu'effectivement il n'y avait plus ce bouton physique? Eh bien, le trackpad aurait été réglé sur ferme dès le début, je ne l'aurais pas su. Ouais. Mais vu qu'il était réglé sur léger, eh ben, je me suis dit que je le trouvais un peu mou. Oui, mais dès que je l'ai réglé, non, je ne m'en suis plus aperçu du tout. Ouais. Du tout. Là, Monsieur X, ce genre d'avancée vous intéresse? Je sais que vous étiez assez sceptique sur le langage des signes qu'avait développé Apple ces dernières années autour de son trackpad. Là, on voit l'ébauche quand même d'améliorations intéressantes. Je crois qu'on n'a pas le choix, surtout Olivier, avec le nouveau trackpad. Il va falloir qu'on s'y habitue, autrement on n'aura pas trop d'alternatives. Bon, maintenant, moi, c'est vrai que je suis vraiment un fan des raccourcis clavier chez Apple. Je trouve que... c'est la vieille école. À force de les utiliser, ils sont devenus naturels et ils ont été bien pensés. Et je ne suis jamais aussi rapide et, entre guillemets, concentré qu'avec ces raccourcis clavier. J'aime bien les trackpads d'Apple, mais c'est vrai qu'ils m'ont perdu à partir du moment où ils ont inventé des signes avec 3 doigts, 4 doigts, en faisant le poirier sur la tête. Là, c'est un geste simple, hein, le Force Touch. Non, en fait, on va être obligé de s'y habituer. Le trackpad, c'est Force Touch. Ce qui permet de faire, c'est Force Click. Et c'est bien dans les réglages, c'est bien dissocié. En fait, tout ce qu'on faisait auparavant avec ce que tu appelais justement le langage des signes d'Apple, tout ce qui se faisait avec plus de 2 doigts, notamment les balayages, les clics à 3 doigts, tu peux les remplacer par ça. Voilà. C'est comme beaucoup plus naturel. Hein, le fait simplement, pour accélérer une vidéo dans QuickTime, vous appuyez plus fort, ça va aller plus vite, ça semble assez logique. Voilà. Reste à voir si c'est bien fait d'un point de vue ergonomique, on va être capable de l'adopter rapidement et d'abandonner nos vieux réflexes. J'ai vraiment hâte de tester, moi, cette fonctionnalité. Stéphane, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de cette avancée ergonomique, hein? Tu n'étais pas là lors de la précédente émission. On sait que beaucoup dans cette émission, certains en particulier, les plus brillants de loin, souhaitent une interface tactile dans le Mac. Là, on prend encore une fois une autre direction chez Apple. C'est original, il faut bien l'avouer, avec le trackpad. On peut encore améliorer les outils de saisie plus classiques sans forcément toucher l'écran. Oui, comme disait Monsieur X, même c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour du trackpad, rajouter 1 doigt, 2 doigts. Moi, je me souviens juste que le nombre de personnes qui ont été troublées de voir que le truc par défaut, pour pouvoir défiler une page web n'importe laquelle, il fallait faire défiler dans un sens ou dans un autre, ou un document dans un sens ou l'autre. Le fait que le truc par défaut ait changé, c'était la révolution. Donc, si cette nouvelle orientation permet d'être déjà, semble, d'après ce qu'on a vu avec Paul, d'être intuitive, ça c'est une bonne chose. Ouais. Mais c'est vrai que je pense surtout aux développeurs d'applications qui pourraient jouer sur ça. Parce que le Mac Store, il ne faut pas l'oublier, mais on peut développer des jolies applications, donc ça peut être quelque chose de pas mal et qui nous permettrait peut-être de dire, voilà, tiens, pourquoi pas
dessiner des choses et faire tout un tas de trucs avec cette nouvelle surface. Ouais, Voilà. Aujourd'hui, il y a très peu d'applications qui utilisent Bah non. cette Elles fonction. sont strictement, elles viennent toutes de chez Apple, hein. Mais Bah oui. je rejoins complètement Stéphane sur ce qu'il dit iTunes, pour par le exemple, pour pas les nommer, où il y a forcément. et iMovie, enfin toutes les applis Apple, mais je rejoins entièrement Stéphane sur ce qu'il dit pour le dessin, par exemple dans Sketchbook où tu dessines et par exemple t'appuies de plus en plus fort et ton trait grossit en même temps, ça peut être quelque chose de très sympa. Il y a quelques applications dont j'ai oublié le nom, mille excuses, mais il y a des applications qui commencent à arriver qui permettent d'utiliser le clavier Force Touch, Le trackpad Force Touch. le trackpad Force Touch du MacBook Retina, mais aussi de la nouvelle génération de MacBook 13 pouces Retina qui en dispose aussi du même trackpad. Pour transformer donc ce trackpad en une palette graphique, en clair vous pouvez dessiner directement dessus avec un petit stylet pour iPhone. Donc effectivement, on voit arriver de nouveaux usages. Alors évidemment, c'est tout petit pour dessiner, mais ça permet de signer, ça permet de... voilà, moi c'est vrai que je m'attendais plus à voir arriver, assez logiquement, puisque c'était arrivé sur l'iPhone, puisque c'était arrivé sur l'iPad cette année, voir arriver Touch ID en plus sur les trackpads. Techniquement, on sait que c'est possible. Faire un Touch ID aussi large, peut-être pas, mais ça va être difficile, ce serait assez logique. Ça apporterait de beaux services, en tout cas en termes pour déloquer son ordinateur sans besoin d'entrer un mot de passe. Exactement. Peut-être on pourra déloquer son ordinateur avec son Apple Watch. Oui, ça m'étonnerait Quelle pas heure un est-il, jour. Paul Non, j'arrête. Autre changement majeur et qui a permis vraiment, Paul, de gagner beaucoup de place. Encore une fois, c'est illustré derrière toi. Et c'est clivant là pour le coup. C'est très clivant, on va expliquer pourquoi. C'est les fameuses touches papillons du clavier du nouveau MacBook. C'est très spécial. Pour les avoir utilisées quand même déjà pas mal, faut vraiment s'y faire. Une fois qu'on s'y est fait, on ne Comme rate ça, plus à les première touches. vue, si on le voit, on voit pas tellement de différence. Regardez avec un Voilà. clavier traditionnel. On vous les remontre. Vous voyez quand même que les voilà. touches sont un peu, excuse-moi Olivier, je te cache un peu, Notez un petit peu. sont voilà. un peu plus revient vers moi. grandes, sont un Voilà. peu plus grandes sur le MacBook. Elles sont plus larges effectivement. Donc on y gagne même en confort vu la taille de. Oui, mais en fait, de grandes touches ne signifient pas forcément une plus grande précision, comme l'avait très bien expliqué Monsieur X. Ah bon Et en fait, ce qui change beaucoup, c'est qu'il n'y a plus du tout de... Vous voyez, le clavier que j'ai ici, là, on appuie, il y a vraiment il y a un bruit. Là, bon, c'est beaucoup plus... On fonce vraiment la touche, quoi. ça me rappelle un peu, bon, ça va pas dire grand-chose à grand monde, les touches du MO5 de Thomson Ah oui, dans les années 80. Et moins de 60... non, les Voilà, moins de ça 47 ans ne peuvent pas comprendre. C'est un peu comme ça, en mieux quand même. Une fois qu'on s'y habitue, on tape très vite, Autant très dire très que c'est vite. pas une référence. Mais au début, pas ça déroute vraiment en fait. Ce manque de course déroute vraiment. On s'y fait, mais voilà, sachez-le, c'est rare pour ce genre de produit. Là, il y a vraiment un temps d'adaptation. Autre chose qui change sur ce clavier, le rétroéclairage, c'est pas la même chose. Ouais, Voilà. il est beaucoup plus homogène, dirons-nous. Il est plus homogène et pourtant il y a des touches qui ont l'impression d'être moins bien éclairées. Ouais, C'est alors qu'Apple à a raffiner, c'est à longuement raffiner. insisté sur le fait qu'il y avait Une quasiment diode par touche. Une diode par touche, une LED par touche. C'est pas aussi évident que ça à l'essai. Monsieur X, qu'est-ce que vous pensez de cette innovation entre guillemets d'Apple, hein? On peut parfois faire des faiblesses des forces. C'est souvent un argument d'Apple. Moi, ce qui m'a surpris, vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, que d'avoir un clavier de Mac qui est un peu encrassé. Vous voyez, quand la touche revient difficilement parfois quand votre machine est un peu sale. Voilà l'effet que ça fait un petit peu. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu l'effet que ça m'a fait, moi, sur le MacBook Retina. Et je sais, dans mon métier, si taper et avoir du confort, c'est important. Et puis, accessoirement, si vous tapez fort, comme mon cher Paul, ça fait un boucan quand vous tapez sur ce clavier, c'est incroyable. On va vous faire une démo. Oui, on n'entendra pas. Bah, tu vois ce que je montre à ma main, Olivier, là? Oui, c'est des doigts. Oui, pardon. Ce sont mes doigts et moi j'ai des grosses mains, donc je l'avais dit, j'y crois pas trop. Je pense que je vais faire beaucoup de fautes de frappe. J'ai des mains tueurs, mais je trouve ça très beau quand Paul le montre. Donc peut-être que, on va dire, le manque de précision à la frappe va être compensé par le fait que je trouve que le produit et ce clavier avec les touches concentrées Et affleurant. est très très beau. Ouais. Voilà, maintenant je pense qu'il faut effectivement pas avoir de trop grosses mains ou vouloir taper trop vite, parce que c'est pas comme sur un iPhone où au début le clavier virtuel on avait un petit peu de mal avec des écrans qui étaient pas très larges, et puis Apple a amélioré son logiciel et même si on fait des erreurs, le logiciel compense. Là ce sont des touches mécaniques, donc si on touche la touche d'à côté, eh ben on fait des erreurs. Bon, on verra bien l'usage, mais j'ai vraiment un petit doute là-dessus. Alors, le fait d'avoir des touches plus larges, mais avoir une frappe un peu plus dure, un peu plus ferme que d'ordinaire, ça perturbe la frappe. Est-ce qu'on est moins productif concrètement par rapport à ce que tu pouvais faire sur ton MacBook Pro auparavant?
Au début, j'ai eu l'impression de taper moins vite, mais ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment une impression. Et le confort est très vite revenu, en fait. C'est L'habitude quand est même très plus vite revenue. confortable qu'un clavier d'iPad. Ah, clairement, Beaucoup de gens l'ont comparé à la dalle d'un iPad en disant c'est Non. pareil. Non, Non, c'est pas du tout comme taper sur du verre, le verre d'un iPad. C'est pas du tout comme ça, vraiment. On a vraiment l'impression de taper sur un clavier. Il faut juste s'habituer au fait que les touches ont une course beaucoup plus réduite. Mais au final, on apprend des manières de. On tape différemment, on glisse ou alors vraiment on frappe les touches. Moins fort, on s'entend plus. Et finalement, on tape peut-être même un peu plus vite, ou en tout cas, on perd pas plus de 5 mots à la minute, j'en suis certain. Ouais. L'enjeu, c'est qu'on a l'habitude chez Apple de voir que une machine qui apporte beaucoup d'innovation, déclinée dans le reste de la gamme. On l'a vu avec le trackpad Touch Force. Force Touch. C'est une habitude chez moi, j'inverse toujours les deux mots. On peut s'attendre également à voir arriver ce type de clavier sur d'autres machines. En fait, ce qui risque de se passer, c'est que Apple va vouloir affiner ses MacBook Pro, même s'ils n'en ont pas forcément besoin. Et ils ont trouvé un nouveau filon, parce que le clavier, on savait qu'il rabotait un peu les touches. Les touches des MacBook Air sont un tout petit peu plus fines que celles des MacBook Pro. Celles du MacBook sont beaucoup plus fines que celles de ces deux gammes. Ce clavier papillon, pourquoi pas l'adapter à d'autres machines? Et peut-être même que ces autres machines qui ont un impératif de finesse moins important auraient le droit à un tout petit peu plus de course, ce qui serait très sympathique. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, que j'ai oublié de dire. Ouais. Apple disait qu'on glissait sur les claviers à touche à action ciseaux, donc comme ceci, alors que le papillon est comme ceci. Ça m'a jamais vraiment gêné, mais c'est vrai que sur le MacBook, on passe d'une touche à l'autre plus rapidement. Oui, c'est Phil Schiller. Ouais. On passe d'une touche à l'autre plus rapidement. C'est assez sympathique. En fait, tout est affaire d'habitude. Voilà. Une fois que c'est votre machine principale, on s'y fait très bien. Avec tout ça, on en aurait presque oublié la principale innovation de ce MacBook, à savoir son écran Retina. C'est la première fois qu'un ultra portable de la gamme à la pomme est enfin équipé d'un écran avec une très haute résolution. Alors déjà, le Retina, pour ceux qui ne l'ont jamais eu, qui n'ont jamais utilisé, c'est pas quelque chose qui semble vraiment indispensable. Le Retina, lorsqu'on l'utilise pour la première fois, on est assez dubitatif, mais quand on a l'habitude de travailler avec du Retina, on ne peut plus revenir en arrière. C'est ça, en fait, le problème c'est que, voilà, on n'en a pas besoin quand on ne connaît pas. Ouais. Et une fois qu'on a un écran Retina, après, revenir sur d'autres écrans, bon, ça tout dépend. Mais par exemple, passer de cet ordinateur-là à un iMac de 27 pouces qui n'est pas Retina, ça choque un peu. On a l'impression de travailler sur un écran qui est un petit peu l'impression de devenir myope, voilà. Avec une profondeur qui est moins précise. Les couleurs, surtout les noirs, en fait, les noirs sont très profonds. Cet écran, l'écran de ce MacBook, a un rendu des couleurs qui est équivalent, si ce n'est pas un peu meilleur dans certains domaines, à celui d'un MacBook Pro Retina. Donc c'est une grande prouesse pour un écran qui est, regardez-le, d'une finesse vraiment impressionnante. Juste par rapport à mon doigt, par exemple, c'est impressionnant d'avoir mis un écran aussi fin et Retina là-dedans, en fait. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est une innovation qu'on va retrouver dans les MacBook Pro rapidement. Ouais. Alors, ce choix de l'écran Retina et ce choix de dalle, je vais arriver de diagonale, de 12 pouces. Auparavant, on avait du 11 et on avait du 13. Est-ce que ça te semble le bon choix de mettre une diagonale de 12 pouces par rapport à un MacBook Air 13 ou un MacBook Air 11? J'ai jamais pu travailler confortablement sur un MacBook Air 11 pouces. Stéphane le disait aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur X, il a eu l'occasion de travailler sur cette machine. Mais en fait, l'écran était en 16 neuvième et travailler en 16 neuvième sur des écrans aussi petits, c'est pas possible. On passe son temps à scroller et taper du texte, c'est une épreuve. C'était pas une machine qui me plaisait. Et puis les bordures de l'écran étaient comme ça. C'était pas une belle machine. Ça, c'est une belle machine. Et effectivement, c'était une belle machine, mais c'est vrai que c'était une belle machine. C'était une belle machine où il fallait travailler en plein écran, quoi. Donc c'était dès qu'on avait plein de fichiers, qu'on devait accéder au bureau, c'était un peu compliqué. Mais tu me connais, moi j'ai pleuré la disparition du PowerBook G4 12 pouces, et là en fait j'ai un peu l'impression de le voir revenir. Ouais. Alors maintenant, mon souhait, c'est qu'il y ait le même en 14 pouces. Toi, de toute façon, tu milites pour ça depuis quelques numéros maintenant, et même tu donnes. Voilà, c'est ce que tu devines pour les années ou les mois qui viennent. Stéphane, on ne t'a pas entendu sur ce clavier et sur cet écran. Qu'est-ce que tu en penses? Le Retina, c'est important. Toi, tu es un fan du MacBook Air. Le passage au Retina, pour la bureautique, ça te semble indispensable. Et au-delà, l'espace de travail, c'est vachement important. Et là, le Retina a un vrai confort de travail à apporter. Oui, Olivier. En fait, pour moi, le Retina, je l'ai vu sur l'ordinateur de plein d'amis, mais ça ne m'avait jamais semblé indispensable. Mais c'est vrai que quand je revenais sur le mien, j'avais une certaine petite frustration. Là, c'est pour moi un élément supplémentaire qui fait que très probablement, je le prends aussi pour ça. Mais c'est vrai que quand j'y pense, il y a une suite de nouveautés. Bon, la taille, on en a parlé un petit peu, qui pourrait être parfait. Tout ce qu'on voulait du 11 pouces, plus les qualités du 13, on l'a. Le Retina, la qualité de l'écran, on l'a. Il y a juste ces nouveautés avec d'usage entre le clavier
et le trackpad. Pour le clavier, alors il faudra essayer. Exactement. Faudra essayer, on voudra s'y mettre. C'est sûr que quand je passais d'un MacBook Air à un autre, j'avais aucun problème, je le prenais tout de suite. Avec ma Time Machine, je ne me posais même pas la question et j'avais des clones devant moi et je ne savais même pas lequel j'ai. De toute façon, en ce moment, j'ai 2 MacBook Air. Je les utilise les 2 invariablement sans savoir lesquels j'utilise. Là, je vais devoir me faire une petite formation. Je ne sais pas, Paul, combien de temps tu as mis pour pouvoir te mettre en... 1 minute. Non, c'est vraiment. Il est tombé dedans quand il était petit. C'est assez rapide. Non, Bon. je pense pas que ça pose. En fait, ça dépend. Non, mais Si tu as un iPad, bah oui, justement, si tu as un iPad et que tu as l'occasion de taper sur un écran en verre, tu vas être beaucoup moins décontenancé que si tu ne tapes que sur des claviers Milite encore très. pour le fait que c'est un iPad Pro. Non, ce que tu me c'est dis. pas un iPad presque pour Pro. attirer l'utilisateur d'iPad. Venez au Mac, regardez, vous voulez un peu plus grand, un peu plus pratique, un peu plus ergonomique qu'un iPad, prenez un MacBook. C'est mon rêve de gosse, Retina. c'est un Mac de poche. Ouais. C'est un Mac qui fait moins d'1 kilo. Et Ouais. je pense que tu t'y feras très vite au clavier, Stéphane. Vraiment, Bon. ça prend un peu Parce de qu'en temps. en fait, le truc que je m'étais dit, c'est vrai que quand l'iPad est sorti, a progressé, a fait est devenu ce qu'il a été, je me suis dit, ça y est, les ordinateurs, c'est terminé, je vais de moins en moins les utiliser. Là, je sais pas, déjà avec le 6 Plus, déjà j'utilisais moins mon iPad, ça va pour pas dire plus du tout. Pareil. Peut-être, grâce à ça, l'ordinateur qui était devenu pas secondaire, mais qui était important, mais c'était si je pouvais aujourd'hui, je fais les 3/4 de mes présentations avec ça, ça suffit amplement même. Je peux les rétroprojeter et ça y est, c'est bon, je peux travailler et les gens sont satisfaits. Mais sincèrement, toutes ces nouveautés-là, même si elles peuvent paraître déconcertantes sur certaines, donnent plus qu'envie de tester et j'espère le garder en plus longtemps parce que je crois que que ce soit en taille et en puissance, il tient la route. Ouais. Je sais pas si on en parle. Monsieur X, concrètement, Oui, on voit oui. bien avec cette machine qu'Apple a réussi par petites touches, comme un marche de travail, un plan sur plusieurs années pour faire évoluer en douceur par petites touches, comme je le disais, sa machine. Le Retina qui est arrivé il y a 2-3 ans maintenant. On a fini les machines depuis plusieurs générations. On retire les ventilateurs. On sent vraiment qu'Apple tend vers quelque chose, mais surtout ne veut pas de rupture franche comme l'a pu faire Microsoft avec Surface ou avec Windows 8. Alors Olivier, d'abord, je pense que la présence du Retina sur cette machine, c'est plutôt un effet d'annonce, mais on devrait le voir arriver sur le MacBook Air très rapidement. Même en toute logique, il aurait dû d'abord arriver sur le MacBook Air. Donc ça, je pense pas que c'est... plutôt est-ce que le MacBook Air disparaisse? Non, moi je crois pas. Une fois de plus pour les questions de puissance. Moi, j'ai pas l'intention de disparaître. Par exemple, j'ai acheté un MacBook Air hier. Donc non, si tu veux, cette machine n'a pas un défaut, mais elle a une caractéristique quand même propre, c'est qu'elle n'offre pas la puissance, moi, dont j'ai besoin, par exemple, au travail. Donc, MacBook Air, à date, ne peut pas disparaître. Par contre, le sillon qui creuse, effectivement, et c'est pas par petites touches, c'est plutôt par aller-retour, et puis regarde ce qui se fait autour d'eux aussi, c'est le sillon de l'éducation, qui est toujours cette obsession chez Apple, et moi je pense que cette machine, c'est la machine qu'on va voir fleurir dans les amphis. C'est certainement la machine Elle est un peu chère. On va parfaite. baisser un petit peu son prix, mais Elle est un peu Très chère. ouais. Rappelons-nous, Stéphane, qu'aux États-Unis, si tu veux, cette machine, elle va être à $1 500, là où chaque étudiant commence par faire un chèque de $35 000 pour pouvoir rentrer à l'université. Ouais. Et en général, maintenant, C'est les bon. universités donnent la machine comme cadeau d'arrivée. Donc, cher, c'est relatif. C'est relatif, et je ne parle même pas des moyens qu'a la personne. Donc, je pense que leur obsession, c'est de dire on a ce marché de l'éducation qui est une boussole pour nous, et la bonne réponse, une fois de plus, c'est cette machine, parce qu'elle a un clavier en dur, parce qu'elle tient sur une table, quand on prend des cours dans un amphi, qui est relativement solide par rapport à une surface, et entre guillemets, parce que je n'ai pas à faire ce Lego avec le clavier qui s'additionne, ce qui est peut-être moins élégant, et surtout, à mon avis, moins pratique. Donc c'est ce sillon-là que creuse Apple, le marché de l'éducation, à mon avis. C'est vrai que Oui, ce que tu dis, Monsieur X, moi, il y a un truc qui me... Tu parles, ça peut être donné dans les facs aux États-Unis, pourquoi pas. Mais moi, je repense, le jour où le MacBook Air est sorti, il semblait être un ultra haut de gamme. Il avait d'ailleurs des prix qui étaient ultra haut de gamme. Ah, c'était pire que là. Ouais, c'était pire, je crois, même au niveau du prix, ouais, tu as raison. Ah, et c'est vrai que là, aujourd'hui, quand on voit ce MacBook sortir, avec le prix qu'il a, le MacBook Air, lui, il a bien, entre-temps, le prix a bien baissé. Il devient une entrée de gamme. Et cette entrée de gamme devient facilement accessible pour beaucoup.
Et je pense que ça va peut-être perdurer sans écran Retina. Oui, il y a quand même une homogénéité de la gamme à entretenir. On a vu ce qui s'est passé avec l'iPad où il y a une gamme pléthorique et on s'y retrouve plus entre l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4, l'iPad mini 1, l'iPad mini 2, l'iPad Air, l'iPad Air 2. Enfin bref, c'est un vrai bordel. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'iPad a du mal à se vendre en ce moment. Donc il ne faudrait peut-être pas qu'Apple prenne la même habitude sur le MacBook parce que c'était une gamme très lisible jusqu'à maintenant. C'était quand même aussi l'ADN d'Apple d'offrir une gamme très lisible et un choix relativement clair et simple à ses utilisateurs. Là, on voit un MacBook Air 11 et 13, un MacBook 12 Retina, un MacBook Pro 13 pouces d'ancienne génération avec le graveur de CD qui est toujours là, le 13 pouces Retina, le 15 pouces. 14 pouces, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc voilà, en termes je l'avais dit dans cette émission, on sent bien que les vendeurs des Apple Store, ils ne sont pas très à l'aise, parce qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop comment conseiller tel produit par rapport à l'autre, si ce n'est par rapport à son prix. Mais il faut qu'on avance. Et on va avancer sur un point qui me semble important, c'est les mauvais côtés de il y ce en a MacBook. beaucoup aussi quand même, Il y en a soyons honnêtes. On va se faire un petit peu de mal, et une révolution dans la douleur, c'est le terme qu'a adopté Paul pour préparer cette émission. Et la douleur, c'est la disparition pour tous les Mac fans, et Monsieur X en est un majeur pour le portable, c'est la disparition du MagSafe, le port magnétique aimanté. Alors regardez sur ma machine ici, j'ai un MagSafe. Qu'est-ce que c'est le MagSafe? Vous connaissez tous si vous avez un portable. C'est ce petit connecteur ici. Si une personne vient, si Paul enlève sa tête du milieu, voilà. Si une personne vient arracher le câble en marchant derrière moi, bah c'est simple. Regardez, je tire, ça s'en va et j'ai aucun risque de le voir faire la même chose. Alors vas-y, pose-le par terre, j'essaie de tirer dessus. On va voir s'il va bouger pareil. Non, je le refais là. Ne cassez pas le MacBook. Et ça vient. Hein. Donc, mon Mac, quand je tire sur le 13 pouces Retina, le Mac, regardez bien, un plan large, il ne bouge pas. Hein, voilà. On va faire la même chose ici. Hein, voilà, un test de solidité. C'est un crash test. Tu ne touches pas. Vas-y doucement quand même. Et vous voyez qu'il vient carrément. Voilà. Donc je vous prie de croire qu'il va y avoir quelques retours clients assez rapidement de cette machine. Non, on y perd vraiment là-dessus, Monsieur X. Grand malade. Hein. Ouais, non, c'est rédhibitoire. Je crois qu'on ne va pas s'étendre sur le sujet. Si. Moi, maintenant, j'avais trouvé ça génial parce que une idée très simple, et je le redis, reviens, Steve, ils sont devenus fous. ça me sauve la vie régulièrement. Donc, moi, le nouveau MacBook, il ne rentrera pas chez moi tant qu'il n'y aura pas de MagSafe, ça c'est clair. Ouais. Surtout que la logique voudrait que l'USB-C se réalise cette fois-ci encore pour l'ensemble de la gamme, ce qui veut dire qu'il va disparaître aussi des autres ordinateurs. Pas sûr. En fait, le dilemme d'Apple, c'était déjà là, sur un châssis comme ça, où est-ce que tu mets... Parce qu'il en reste après ce que je lui ai mis. Là. Où est-ce que tu mets un port MagSafe? Ici, là. Où est-ce que tu le mets? Il aurait fallu le mettre ici, sur la tranche. Et il aurait fallu, dans ce cas-là, faire un MagSafe 3, qui aurait été différent du MagSafe 2, qui est sorti avec le MacBook Pro Retina, qui ne date que de 2012. Ça aurait peut-être commencé à faire... Du coup, on l'abandonne carrément et on met autre chose. Mais non, peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas. Moi, je ne crois pas à la disparition totale de MagSafe. Ce serait débile d'abandonner MagSafe. Après, l'excuse d'Apple est la suivante, il me semble, c'est que cette machine, ayant une batterie capable de tenir environ toute une journée, tu laisses le câble sur ton bureau. Quand tu rentres chez toi, tu le branches, tu le laisses poser sur ton bureau, et le lendemain matin, quand tu pars au travail, tu le débranches. Donc normalement, moins de risque de te prendre les pieds dans le câble. Différence de philosophie en clair, alors qu'un MacBook Pro reste tout le temps connecté à son chargeur en permanence pour ne pas user les cycles de batterie, le MacBook Pro, le MacBook Retina, c'est encore une fois comme un iPad. Dès qu'on rentre à la maison, on le charge comme l'iPhone. Et le reste du temps, il est déchargé. Donc on utilise par contre des cycles de batterie. Donc ça veut dire que la batterie ça va durer moins longtemps. Ça, croyez-moi, ça va arriver. Mais après, c'est clair que c'est dommage de perdre MagSafe. Tu y crois à cette vision de l'ordinateur super nomade, hein, presque de la tablette, qui veut qu'on ne charge sa batterie que lorsqu'on dort finalement de son ordinateur? Moi perso, en tout cas, les promesses, alors je sais pas, sur le MacBook Air qui date de cette année dernière, il était censé durer la journée. Ouais. J'ai jamais pu faire tourner une journée entière. Et pourtant, j'avais pas des besoins, je faisais pas de la vidéo ou quoi que ce soit. Hein. Je faisais de l'usage standard avec beaucoup d'applications dans le cloud. Donc, moi, les promesses que ça tienne la journée, bon, si ça tient 7 heures de boulot, c'est déjà pas mal, mais bon. Non, le fait qu'il y a une seule connectique, j'ai trouvé ça bien, parce que moi je suis toujours un fan
si on peut simplifier et enlever tout ce qui est inutile. Si on prend tout ce qui est inutile, mais là, il se trouve que la forme et le crash test que vous venez de faire, ça peut être c'est rédhibitoire et je peux comprendre des gens comme Monsieur X qui n'accepteraient pas de cela, mais il y a aussi une logique de place et de finesse. Alors, c'est vrai que le MagSafe est peut-être trop épais, qu'ils doivent peut-être en refaire un autre, peut-être qu'ils ont sorti il y a trop de temps, il y a trop de si, quoi. Et donc, la bonne idée, l'usage fait qu'on va peut-être simplifier et rationaliser les connectiques et en avoir plus qu'un, et sérieux à avoir après un méga adaptateur sur lequel on va se trimballer ça, et pourquoi pas. Déjà, ça a été c'était quand même les premiers à avoir enlevé le CD-ROM. Ça a été les premiers à simplifier le nombre de ports USB. Avant, il y en avait 5 ou 6, maintenant il n'y en a plus que 2 et on se contentait de ça. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? On est plutôt sur une rationalisation. On peut toujours aller ailleurs, ça ne plaît pas. C'est clair. L'USB-C, Paul, tu en as pensé quoi au quotidien? Il vaut mieux avoir quand même un super Wi-Fi à la maison, hein, on est d'accord? Bah écoute, l'USB-C pour le moment en fait c'est l'USB 3.0, donc c'est 5 gigabits par seconde. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même très pratique cette prise toute petite, réversible, qui a l'air moins fragile, qu'on met plus jamais dans. Ça rappelle un peu le Lightning. Hein, ça rappelle le Lightning d'Apple, réversible, facile à installer. On se prend pas la tête, clac, très bien. Les périphériques vont arriver parce que c'est un standard et qu'Apple n'est pas toute seule sur le coup, comme elle l'était un peu avec le Thunderbolt. On a vu quelques fabricants de disques durs notamment qui ont lancé. Belkin, Lassie, tout ça, ça va arriver doucement. Le problème quand même, c'est vrai qu'on a perdu MagSafe et qu'un port USB type C, c'est peu, 2, c'est mieux. Voilà. Même si ce port peut tout faire, vraiment tout, 2 ports, ça n'aurait pas été du luxe. Ouais. Et surtout que les adaptateurs, ils ne sont pas donnés. 19 € pour un simple port adaptateur USB et de mémoire 79 € pour un adaptateur proposant l'USB-C, l'USB classique. Le HDMI, le VGA, ce qui est complètement incroyable, Paul, c'est qu'on ne peut pas brancher aujourd'hui un écran Apple, d'origine Apple, sur un MacBook Retina. Et non, le moniteur, le Thunderbolt Display d'Apple qui utilise donc une prise Thunderbolt qui fait passer un flux DisplayPort, l'USB-C par son mode Alternate Mode gère le DisplayPort, mais l'adaptateur nécessaire n'est pas disponible. Donc vous pouvez acheter un MacBook et un écran Apple, mais vous ne pourrez pas les brancher ensemble. Ouais, donc ça veut dire que tout ça me semble surtout un petit peu un beau désordre pour être resté poli. Exactement. Ouais. Par contre, si j'ai besoin de, comme c'est souvent le cas dans les entreprises, on l'a déjà dit, de brancher une prise Ethernet, il n'y a pas d'adaptateur Ethernet USB-C. Il faut brancher un adaptateur sur un adaptateur. Ouais, donc c'est assez compliqué. Et encore, on n'a pas le full débit. Hein, tu n'as pas du gigabit. Pas du gigabit, c'est des 100. Donc il y a encore. Voilà, Apple a un petit coup d'avance sur je dirais, la réalité des réseaux d'entreprise ou des réseaux domestiques en matière de Wi-Fi. Hein. Tout le monde n'est pas équipé d'un super Wi-Fi en 5 GHz ou en AC, la dernière évolution de Wi-Fi. On est soit en Ethernet, dans la meilleure des entreprises, ou en N, voire en G. Et c'est parfois un peu juste, surtout que s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont connectés en même temps, c'est pas que ça va tellement moins vite, c'est que s'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça sature. Et c'est un problème récurrent en France où il y a énormément de box ADSL et on sait que les réseaux Wi-Fi saturent beaucoup. Donc il va falloir attendre aussi que les réseaux Wi-Fi se modernisent et suivent la tendance du MacBook Retina. Alors concrètement, on a parlé beaucoup des usages, de l'écran, de la connectique. Qu'en est-il de vraiment des vraies performances de cette machine? Tu le disais, la carte mère est toute petite. Est-ce que c'est annonciateur de mauvais chiffres? C'est annonciateur de grands bouleversements pour le reste de la gamme, mais ça on en parlera plus tard. La carte mère, elle prend à peu près cet espace-là, en fait, dans le MacBook. Et elle est équipée d'un processeur Intel Core M, qui en performance correspond peu au Pro à ce qu'on trouve dans un iPad Air 2. C'est quand même un peu au-dessus, hein, on va pas se mentir, c'est encore un peu plus péchu. Donc il y a encore un parallèle possible. Hein. C'est quand même encore un peu plus péchu, et c'est surtout que ce processeur qui est vendu avec une cadence de base de 1,1 GHz, c'est quand même assez... en 2015, il y a un turbo boost hein, pour... Oui, et alors en fait c'est ça l'originalité de ce processeur, et c'est pour ça que tout le monde s'inquiète, mais en fait il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est que tant qu'il ne chauffe pas trop, il turbo boost tout le temps. Donc il va très vite tout le temps, et puis dès que ça chauffe, il redescend, et c'est là où on a des problèmes. Donc en fait, toute tâche qui demande de la puissance ponctuellement, mais beaucoup, qui fera donc un pic de puissance, le MacBook l'absorbera sans trop broncher. Par contre, un rendu Final Cut, un export dans GarageBand, un export dans iMovie, qui sont des tâches qui vont demander beaucoup de puissance pendant longtemps, et au début ça va aller, puis le MacBook va chauffer, il va être obligé de diminuer sa puissance, de diminuer sa puissance, de diminuer sa puissance, et là on a un problème. Donc si on devait niveler, je dirais, ce MacBook première génération, ça c'est l'entrée de gamme. Hein, c'est l'entrée de gamme. 1,1 GHz, tu l'as dit, 256 Go de RAM. On ne peut rien changer, hein, ni la mémoire. Voilà. Ah non, rien. Est-ce que bien précisé, pas précisé malheureusement
Ça semble malheureusement une évidence désormais, hein. On ne peut plus changer ni la mémoire ni le disque dur, contrairement au MacBook Air de génération précédente. Voilà, à quel niveau il se positionne? Il est plutôt plus proche d'un MacBook Air 11 pouces de l'année dernière, d'il y a 2 ans, voilà, concrètement. Alors en fait, ça se discute. Globalement, je crois qu'en performance de calcul brut, on se retrouve à peu près au niveau d'un MacBook Air 2011 haut de gamme. Mais le Core M qu'utilise Apple, spécifiquement utilisé par Apple, qui a un TDP, donc une dissipation thermique qui n'est pas la même que d'autres modèles. Apple a poussé en fait un peu, là où dans le Yoga 3, je crois qu'il est à 5 watts, le MacBook peut pousser jusqu'à 6 watts. Donc il a quand même plus de chances de pouvoir rester haut en fréquence longtemps. Donc on se retrouve en gros avec les performances d'une machine qui a 1 an et demi à dans peu la gamme près. d'Apple, donc c'est pas forcément à la ramasse. Mais on a un nouveau SSD qui Voilà. est plus rapide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on sait que le disque dur SSD, mais bon c'était déjà le cas dans le MacBook Air, auparavant c'était important. Monsieur X, concrètement, le fait que cette machine nous semble un petit peu limité ou un petit retour en arrière en termes de performance. Ça a souvent été le cas dans l'histoire des portables, hein, où les portables étaient souvent sous-dimensionnés par rapport aux machines de bureau. Est-ce que ça vous choque? Parce que c'est largement suffisant pour la plupart des besoins, non? Non, moi je pense que c'est largement suffisant, la puissance proposée pour ce que la majorité des gens vont en faire, à savoir prendre des notes, se balader sur Internet, peut-être regarder un peu de vidéos. Il ne faut pas avoir à manipuler des médias. En quelque sorte, si tu veux, c'est, pour donner une image simple, une machine à écrire moderne que j'emporte partout. Ouais, moi il m'est arrivé de faire des petits montages avec Final Cut, pas très lourds, hein, des petits montages vidéo avec Final Cut sur mon MacBook Air. Hein, J'y crois pas. Par contre, donc moi je pense qu'elle est bien positionnée et bien dimensionnée pour ce à quoi Apple la destine. J'ai une grosse méfiance, de par l'expérience que j'ai avec son grand frère qui est le MacBook Air. C'est qu'à chaque fois qu'on met à jour macOS 10 maintenant, eh ben, on perd en puissance. Jusque-là, moi, mes Mac portables, quand je les mettais à jour avec macOS 10, ça tenait 5 générations sans avoir forcément rajouté de la mémoire. Avec mon MacBook Air, au bout de 3 mises à jour, même 2 mises à jour, j'étais obligé de rajouter de la mémoire. Je pouvais encore le faire sur le MacBook Air de 2009. Là, la machine, on ne peut pas la mettre à jour. Et moi, j'ai peur qu'au bout de deux, peut-être même une mise à jour significative de macOS 10, la machine soit étouffée par ce qu'on lui demande, y compris pour lancer Safari, aller sur Internet ou regarder des photos. Tu sais ce que ça me rappelle, monsieur X? Ça me rappelle la première version du MacBook Air. C'était également le cas, notamment en 11 pouces. Hein. Ouais. Et ça, c'est, comme je te disais, c'est la vraie question que j'ai. Donc, ça doit obliger Apple, quand il lance une nouvelle version de macOS 10 maintenant, pas à la lancer pour les machines haut de gamme, pas à la lancer avec comme obsession d'introduire de nouvelles fonctionnalités, mais de lancer des nouvelles versions de macOS 10 qui soient aussi optimisées pour cette machine-là, pour lui garder un peu de souffle. Tu veux dire presque iOS pour cette machine-là? Pourquoi pas? Ouais, on revient encore à l'idée de l'iPad. Non. On laisse macOS 10. On laisse macOS 10. Stéphane, ton avis sur les usages type et la pérennité dans le temps? C'est vrai que c'est important, la mise à jour, et on peut légitimement se poser la question. Surtout au prix de la machine. Cette machine est fermée et qu'on ne peut rien changer. S'il y a des évolutions majeures de OS 10 dans les années qui viennent, ça va être difficile de les adapter. Il faudra effectivement qu'Apple soit peut-être un peu moins gourmand. Bah, c'est sûr que le prix, c'est le point un peu. Parce que là, j'ai vu les premiers prix sont aux alentours pour 2700 € à peu près. C'est pas donné. C'est un peu plus que les. Ça fait mal, plus maintenant que les MacBooks. Que les autres. Voilà, et donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, on a tendance à être un peu déçu si on a des performances qui peuvent nous ramener quelques années en arrière. Mais c'est vrai que la plupart, 90 voire 95% des gens n'utiliseront jamais leur MacBook Air pour faire du montage. Donc pour moi, le truc qui me fait, je sais pas pour Monsieur X ou pour vous deux si c'est la même chose, mais moi le truc qui fait à chaque fois faire du bruit à mon ordinateur, c'est mon navigateur. Quand j'ai plein de... Il n'y a plus de ventilateur, donc ça fait plus de bruit. Donc voilà, donc ça va plus faire de bruit. Donc le fait déjà de dire que quand même je vais pouvoir avoir des réponses et que j'aurai pas la soufflerie de ça, donc déjà je pense que ce sera une bonne chose. Ouais. Maintenant, comme on l'a dit précédemment, est-ce que les premiers produits, parce que pour moi je considère que c'est un premier produit quand même, même si c'est pas la révolution, est-ce que ce premier produit vaut le coup d'être acheté?
et qu'il ne faut pas déjà attendre la nouvelle version qui viendra peut-être On pas est l'année entièrement prochaine, d'accord. mais dans 6 mois. C'est- Mais sincèrement, vu tous les avantages, moi je sais pas, moi, la taille entre le 11 et le 13, la connectique unique, même si elle peut avoir ses quelques soucis, moi je trouve que c'est quand même bien de simplifier tout. Et moi le petit truc, c'est la couleur. Hein. Moi j'aime bien l'histoire qu'on puisse revenir à choisir sa couleur. Au Et choix. pas, voilà, ça penche la balance plutôt oui que non, et donc je pense que Mais l'usage va faire. on voit bien quand même qu'il y a une évolution des attentes des utilisateurs entre effectivement des gens qui sont très contents de leur iPad mais qui veulent aller plus loin, qui reprennent un peu la philosophie de l'iPad en termes d'encombrement, en termes de simplicité d'usage, de finesse, d'autonomie et de culture d'usage. Hein. On le recharge une fois par jour, on n'a qu'un seul connecteur, donc l'idée de glisser vers un iPad Pro, on y va, et peut-être au-delà Paul, au-delà Monsieur X, une réponse concrète aux dernières évolutions de Microsoft Surface, peut-être. C'est pas tactile. Mais c'est pas tactile, mais c'est vraiment frontal. Mais justement, du coup. c'est le chemin qu'a décidé de prendre Apple. C'est Pour une le moment, il y a pas tablette, de mais tactile. en fait, c'est une tablette, mais sous la forme d'un Mac. Quoi. Ce En fait, n'est pas une tablette, Ouais. c'est un Mac qui essaye de se rapprocher du poids que peut prendre une tablette. On est d'accord. Non, C'est aussi lourd qu'un iPad 1. c'est quand même un peu plus lourd. L'iPad 1, je crois que c'était dans les 700 grammes, 750. Là, on est à 920. Non, mais l'iPad, il fatiguait parce que tu l'avais tout le temps en main. Et donc, forcément, à un moment, tu fatigues. Là, c'est pas le cas de l'iPad. Là, vraiment, quand on le porte à bout de bras comme ça, ou même dans un sac, on le sent pas. on Quoi. sent pas comparé, surtout quand tu viens du MacBook Pro. Mais on au-delà, peut se par demander contre, si on l'a dans un voilà. sac, hein, vraiment. La seule chose qui peut être un peu bizarre, c'est le fait de travailler peut-être sur les genoux qui déconcerte un peu par la taille, mais c'est une question d'habitude. Et surtout aussi, par rapport à ce que tu dis sur les genoux, c'est une bonne remarque, l'écran ne recule pas très loin. Je sais pas si on le voit là. Ah ouais. L'écran recule assez peu en fait, Ouais, Il y a plus effectivement, pas de reflet. L'angle, attendez, hop, 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 hop. Il est à cause de exactement- cette nouvelle charnière. Je ne sais pas, elle est là, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, Il y a va pas y avoir de un reflet, maximum. ouais. Voilà, donc c'est un choix également. Hein. Il y a des choix techno qui sont faits. On ne peut pas faire le maximum. Dernier point concernant ce MacBook Retina et carton jaune, Paul. Carton rouge même, Ouais, ouais, carton carrément. rouge, c'est la résolution de la webcam. Pour une machine qui se veut un peu premium et élitiste, les bras m'en tombent. Hein. C'est n'importe quoi. Une caméra en 480p en 2015 sur une machine à plus de 1500 €, c'est juste pas possible. Alors après, bon... Alors que le moindre téléphone de chez Apple a une caméra HD en frontale, hein, que ce soit un iPhone 5C ou un... Enfin, c'est incompréhensible. il y a l'excuse de l'épaisseur de l'écran. Ils ont voulu faire un écran extrêmement C'est vraiment fin. l'épaisseur d'écran, tu vois vraiment. Je pense qu'on pouvait pas mettre un module. Enfin, Ouais, tu après, vas c'est voir, pas logique et vraiment, pour le coup, c'est super mesquin. Ça mérite d'être revu, refait et vite. Et donc voilà. Ça mérite aussi de comparer cette machine avec d'autres choix stratégiques, choix industriels faits par le marché. Je pense notamment aux Surface. On aura l'occasion d'y revenir. Peut-être le comparer au dernier fer de lance de chez Microsoft, voir véritablement si cette machine est vraiment si sous-dimensionnée que cela, notamment par rapport au choix de Microsoft. Si le choix du pavé tactile et les évolutions peuvent vraiment compenser l'absence d'écran tactile. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission très prochainement. L'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence par Monsieur X. Avant de passer à mes coups de cœur, Olivier, une Oui. dernière réflexion Je pour t'en clore cet épisode. Moi, le doute que j'ai avec cette machine, c'est que si elle devait marcher, on en aurait vu les prémices peut-être avec les Chromebooks de chez Google. Or, on sait que les Chromebooks aujourd'hui ne sont pas vraiment un succès commercial. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette épée de Damoclès ou cette mauvaise fée. Oui, il y avait pardon, des choix, au-dessus du berceau qui étaient MacBook. faits par Google en matière de stockage ou encore le système d'exploitation utilisé qui n'est pas forcément un standard. Hein. Voilà, mais c'est pas la première fois qu'Apple s'inspire d'autres et améliore le concept. Hein. On l'a vu avec l'iPhone, on l'a vu avec l'iPad et la tablette. Hein. Il y a quand même des choses à faire de ce côté-là. Oui, Juste monsieur René. par rapport au succès des Chromebooks, il faut quand même être honnête. Il y a régulièrement des Chromebooks qui trustent les 5 premières places des meilleures ventes d'Amazon. Donc le succès des Chromebooks, on voit quand même que ça embête Microsoft aussi, qui a de plus en plus de velléité d'aller contre cela. Ils sont tactiles en plus, je crois bien. Pas tous, mais certains. Certains. Enfin bref, c'est le Allez, coup de cœur. votre coup de cœur, monsieur X. Paul et toi, vous êtes vraiment les bonnes fées au-dessus du berceau Bah d'Apple. oui, hein. j'espère bien. Merci à eux. Alors, mes coups de cœur. Mon coup de cœur principal, c'est un service que je pense beaucoup d'entre vous connaissent et qui s'appelle AdBlock Plus. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont vraiment une overdose de la pub sur Internet. Donc j'avais essayé ce qu'on appelle les bloqueurs de publicité en ligne, Toi, dont tu veux AdBlock. que les sites médias ferment, c'est ça, monsieur X, c'est ça que tu es en train Ouais, d'expliquer. c'est clair. Ceux qui visent à la Dont publicité. Oui, c'est vrai. Eh ben oui.
Et AdBlock, Oh, pas possible. c'est un logiciel développé par des Allemands, c'est open source. Ça avait un défaut par le passé, c'est que ça modifiait le comportement des navigateurs. Donc, quand vous visitiez des sites et que AdBlock empêchait les publicités ou les fenêtres surgissantes d'apparaître, ça pouvait avoir des conséquences négatives comme, par exemple, vous empêcher de payer en ligne sur certains sites. Ça, c'est fini. Les dernières versions d'AdBlock Plus, pour moi, elles marchent parfaitement. Donc, je les ai réinstallées personnellement sur Safari, sur Firefox et sur Chrome. Ça filtre même la publicité sur Facebook, que je ne supporte plus. Ouais. Parce que sur Facebook, il suffit de donner sa date de naissance, d'avoir plus de 40 ans, et les seules pubs que vous avez, c'est pour Mythic ou pour Tinder. Donc, ça me gave profondément. Quand on nous parle de marketing publicitaire ultra ciblé, on en est encore à l'âge de pierre. Une petite bémol, monsieur, c'est quand même dommage par la pratique ultra exagérée d'un Facebook ou d'un Google, on punisse ainsi des sites qui font bien leur boulot, des sites d'information et qui n'ont plus de données statistiques à donner à leurs annonceurs. Et pour des sites d'information traditionnels qui vous suivent pas à la trace et qui ne vendent pas vos données à Visa ou à American Express, c'est un vrai problème, c'est AdBlocker. Hein. On est bien passé pour le savoir. Oui, mais non, Olivier. Oui, mais non. D'abord, AdBlock Plus, vous pouvez tout à fait décider que tel ou tel site par site, vous acceptez la pub. Il y a une liste blanche, et puis, il y a une liste blanche qui est paramétrée, c'est-à-dire qu'AdBlock, c'est son business model, a des listes blanches avec Amazon, par exemple, avec un certain nombre d'autres sites marchands qui s'engagent à faire de la pub, on va dire, raisonnable, ou pour les spécialistes du marketing digital, du retargeting propre. C'est-à-dire que si vous allez sur le site d'Amazon, vous regardez pour l'achat, par exemple, d'une machine à laver, c'est celle-là qu'on va vous redistribuer sur un autre site et pas tout et n'importe quoi. Donc, AdBlock Plus vous permet vous-même de ne pas pénaliser des sites qui méritent d'être soutenus et qui vivent de la pub. Mais tant que les sites qui vivent de la pub, en général, n'accepteront pas cette fameuse fonction qui s'appelle « ne pas me suivre », c'est-à-dire qui me permet de dire au site web d'arrêter d'essayer d'étudier mon comportement si je ne le veux pas, je mettrai AdBlock Plus et je continuerai. Voilà, donc ça c'était mon coup de cœur. Je finis juste par un truc. Je t'en prie. Je suis un fan d'Ambilight, ça continue. Philips, il est connecté, les ampoules. Voilà, Paul, je pense vous mettra l'URL, bien sûr. Ça y est, monsieur X. Ils ont sorti un nouveau film qui est génial, qui s'appelle les Lightwave. Ils ont été mettre des LED cette fois-ci dans les planches de surfeurs en transparent. On voit les surfeurs éclairer l'eau la nuit avec leurs planches remplies de LED Philips. C'est juste beau. Ça fait rêver vivement les vacances d'été. Hein. Oh là, et puis ça peut peut-être faire fuir les requins. Oui. Merci, monsieur X. Stéphane, de ton côté, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, en fait, c'est quelque chose que j'attendais depuis très court. Ça sera très court. Je parlais de quelque chose que j'attendais depuis des mois et des mois, qui est SEO. SEO, en fait, c'est grand comme ça. C'est comme un petit truc de parking, en fait. Une petite clé de parking électronique, Voilà. Et sauf que qu'au lieu de pointer vers... On le voit derrière nous. Voilà, très bien. Voilà, vous pointez sur n'importe quoi, des fruits, un manteau en cuir, une feuille ou quoi que ce soit, et on reconnaît, grâce à une application mobile, on reconnaît ce que c'est, le nombre de lipides, de protéines, etc., voir s'il y a des cacahuètes, pas de cacahuètes, Ça marche avec les êtres humains? Non, on peut savoir si on est compatible... Alors, si c'est avec les êtres humains, il y a la musique Destinée là, qui se découvre directement. Voilà, exactement, voilà. Et le 19 mai prochain... C'est trop jeune, c'est pas grave. Allez. J'ai vu le Père Noël est une ordure. Hein. Oui, bon. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Et le 19 mai prochain, enfin, je vais la voir. Et c'est vraiment, pour moi, la nouvelle dimension. Et c'est quelque chose qui est formidable et qui n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu des applications mobiles. Parce qu'en fait, cet appareil existe depuis très longtemps, parce que cet appareil était utilisé par les douanes américaines pour savoir si les personnes prenaient du cannabis. Stéphane, le mieux, c'est que tu reviennes dans Refait le Mac et que tu nous feras la démo en plus, d'accord? On fait comme ça? Avec plaisir, Merci Stéphane. De ton côté, Paul, ton coup de cœur ce soir? Moi, mon coup de cœur, je vais faire simple, parce que j'avais dit la semaine dernière que si le MacBook me plaisait, je le gardais en coup de cœur, et que s'il ne me plaisait pas, je ferais un coup de gueule. Bon, il m'a plutôt plu, il est mignon, donc je vais le garder en coup de cœur pour le moment. Bon, tu as prévenu Apple que tu le gardais? J'appelle Jasmine demain. D'accord. Mais je serai au Paraguay, donc...
Bon, en même temps, le port USB-C est tout niqué après votre test. Donc, Il ne reste que plus rien. De mon côté, si vous avez souscrit à cette vision de l'ordinateur ultra sans fil, il vous faut une super, croyez-moi, borne Wi-Fi. Et avoir une super bonne Wi-Fi à la maison, croyez-moi, ça change la vie. Et il y a des solutions chez Apple, et puis il y a des solutions aussi très originales, notamment celle de Netgear. C'est un grand professionnel, C'est une console de jeu. Non, ça c'est des mauvais côtés. C'est un professionnel, un spécialiste du réseau depuis belle lurette. Et voici sa borne Wi-Fi, la Nighthawk X6. Vous voyez, il y a des antennes dans tous les sens. On dirait une tortue sur le dos. Ouais, mais le design est certes une chose, mais les performances sont bien parce que c'est une des premières bornes Wi-Fi du marché AC, donc la dernière génération de Wi-Fi, qui offre des performances dignes du câble Ethernet en Ethernet gigabit. Mais surtout, elle est tri-bande. En clair, vous avez une première bande qui permet de connecter tous les appareils Wi-Fi anciens sans charger la deuxième bande. Vous avez une deuxième bande qui est réservée aux machines plus modernes. Et si vous avez beaucoup d'appareils qui sont connectés sur la même bande, notamment la bande N ou même la bande AC, vous en avez une troisième qui est prête à venir au secours pour que ça ne sature pas. La saturation, c'est le mot aujourd'hui, le fléau du Wi-Fi, notamment des box ADSL. Il vous faut ça. Et en plus, elle est taillée pour Mac, elle est compatible Time Machine, branchez un disque dur derrière, ça fait une telle capsule. Elle est même compatible serveur avec iTunes. Moi, je dis, achetez-en, 300 €, Netgear Nighthawk X6. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 193e numéro d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Monsieur X dans cette émission. Ou via son Twitter, @TrueMrX. À bientôt, Monsieur X. à bientôt, Olivier. Et n'oubliez pas de rendre le MacBook lundi matin. Hein. Et la montre, quelle heure est-il, monsieur? Non, j'arrête. Je passerai mardi pour ma montre, Olivier. Mardi soir. C'est noté. J'allais dire. Stéphane, tu reviens quand tu veux, mais tu peux venir chaque semaine maintenant et on te suit également sur ton Twitter. Ok, Steph Zibi. Voilà, merci Stéphane. Et puis Paul, vous le retrouvez chaque semaine, vous en avez l'habitude, qui prépare l'émission chaque semaine avec moi. Merci Paul. Et quant à nous, on se retrouve, si vous êtes d'accord, dès la semaine prochaine. Au revoir.